Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Contrôle mutuellement, contrairement à une séparation stricte où il serait totalement isolé. Ce modèle peu souvent associé au régime parlementaire permet une plus grande interaction et une certaine flexibilité dans le fonctionnement de l'État. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce serait erroné de faire une comparaison littérale entre le modèle parlementaire camerounais et le modèle parlementaire britannique. Parce qu'effectivement, le modèle parlementaire britannique est un modèle moniste et le modèle camerounais est un modèle dualiste. Et je dis donc que on ne peut pas réfuter ça. Sauf que au niveau de la pratique, c'est là où il faut nuancer. Et c'est là où je te rejoins. C'est ce que je n'ai fait que dire ici. Je t'ai rejoint dans la logique où on peut observer justement une dépendance de certains pouvoirs, notamment judiciaires et parlementaires, sur le pouvoir exécutif. Et c'est ce qui vient remettre donc en question le régime parlementaire camerounais. Excuse-moi Stéphane. Excuse-moi Stéphane. Enfin, je vais parler depuis tout à l'heure. Je m'appuie en fait sur ce que tu dis, mais en cas de divergence. Oui, Nefer, je t'attends pas. Tu as été coupé. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, désolé. Je dis, en cas de divergence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, le régime en fait fonctionne de manière plus parlementaire au Cameroun ou pas? Ou est-ce que le président, du coup, aura des pouvoirs un peu plus limités? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Sauf que nous n'avons pas encore assisté à ça. Parce que, pour la plupart des cas, la majorité au Parlement... Non, mais parce que c'est là que s'inscrit le problème, pour vraiment savoir si on est face à un régime qui est parlementaire ou exclusivement, comment on appelle ça, exclusivement axé sur l'exécutif. Justement, je répondais donc en disant ceci. On n'a jamais assisté à un cas où, comme en France, on n'a jamais assisté à une situation où le Parlement est dominé par l'opposition, par exemple. Ça veut dire que toutes les fois au Cameroun, c'est le parti, c'est l'exécutif qui est souvent fortement... Non, c'est faux. Quand tu veux restituer l'histoire du pays, il faut donner la vérité. Je crois qu'on va en 92, c'est faux. En 92, effectivement. Non, le SDF, c'était pas ça. Au Cameroun, il y a presque jamais d'enquête parlementaire. Bon. Une enquête parlementaire, ça veut dire que le Parlement doit être libre de mener des enquêtes face à des exactions et des faits dans le pays. Il y a presque jamais d'enquête parlementaire au Cameroun. Même lorsqu'il y a semblant d'être, ça n'aboutit jamais. Donc, on questionne directement, on avance, sinon on perd du temps. Non, c'est que tu nous déranges. Tu dis trop de choses. Il est 4 heures du matin. Excusez-moi, Cano bien posting. Quelqu'un peut répondre à ma question parce que moi, du coup, j'aimerais bien savoir en vrai. Vas-y. Tu répètes la question? Ou si vous répétez la question, peut-être. Donc, Titi, je pensais pouvoir répondre à ta question, mais j'ai été coupé et directement, ce que j'ai dit ne compte pas. Mais non, c'est que tu nous embrouilles avec les va-et-vient qui ne nous servent finalement à rien, parce que tu redis la même chose. De toutes les façons, on te démontre, tu nous dis que, répondre va contredire ce qu'il disait auparavant. Tu es d'accord avec ce que Fossing disait et tout. Ça veut dire que c'est fini. Non, excusez-moi. Elle va reposer la question alors. Elle va reposer la question. Pour ceux qui n'ont pas compris, je disais que en cas de divergence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, est-ce que le régime peut-il fonctionner de manière plus parlementaire ou est-ce que le président aura des pouvoirs plus limités? C'est ce que j'ai demandé. Au Cameroun, en fait, comment ça se passe? Parce qu'en France, c'est un peu différent. Je demandais ça. Comme je dis, je reviens sur le concept de séparation des pouvoirs. Si je comprends bien, ce que tu appelles majorité présidentielle serait le pouvoir exécutif. Maintenant, le distinguo se crée lorsque le pouvoir exécutif n'a pas la majorité au niveau du Parlement. Maintenant, est-ce que le régime serait parlementaire? En France, ça s'observe. Parce que lorsque ceux qui sont, je connais pas peut-être le parti de Macron pour illustrer, si Macron gagne les élections et que son parti n'a pas la majorité au Parlement, forcément, il ne revient pas à Macron de nommer le Premier ministre. Et c'est là où la manifestation du régime parlementaire s'observe. Sauf qu'au Cameroun, pour contextualiser, au Cameroun, effectivement, pour la plupart des cas, le Parlement a toujours été
dominé par le pouvoir exécutif. Et c'est ça qu'on appelle le fait majoritaire. J'insiste depuis qu'il y a la forte représentativité. Mais ce qui est un peu normal, parce que le président qui est élu par les citoyens a forcément une certaine, comment on appelle ça, prépondérance électorale, j'ai envie de dire, puisque c'est lui qui a été choisi par les citoyens. Tout à fait, c'est ce que je dis. Tout à fait, sauf que le fait majoritaire au Cameroun, c'est ça qui crée donc cet amalgame-là et qui vient remettre en cause beaucoup de choses. Donc, si tu me dis ça, c'est que le Cameroun est sous un régime semi-présidentiel. Non, c'est pour ça que j'ai parlé ici d'un régime... Pas parlementaire. Non. Vous ne pouvez pas exclure parlementaire parce que textuellement... Dexter, je chute et je sors par là en disant que moi, ce que je dis et ce que je réitère par rapport aux quelques articles que j'ai lus des éminents enseignants de droit, il est clair que le professeur... Emmanuel, c'est que elle n'est pas camerounaise, donc du coup tu vois pas, sa démonstration n'a rien à voir, elle n'est pas partisane, tu vois. Non, la question des néfères, je ne m'agresse pas en effet, parce que moi je lui ai répondu comme je pouvais, c'est pas elle que je m'agresse. Ça c'est mon mot de fin, moi je suis en train de sortir. Moi je dis que avec les références que j'ai pu mobiliser et quelques articles que j'ai lus, moi, et c'est mon analyse, mon interprétation, je dis que le régime au Cameroun, il est mixte. Si on considère les dispositions textuelles et la pratique. Donc, il est à la fois parlementaire et semi-présidentiel. Comment il peut être parlementaire et semi-présidentiel? S'il est semi, c'est qu'il est déjà... Non, je sais pas, moi je comprends mal. Que ce n'est plus parlementaire, c'est ah bon. Mettez des cœurs pour Emmanuel. Soit il est semi-présidentiel, soit il est parlementaire et présidentiel. Ça peut pas suivre. Je veux dire... Footing, merci pour tes interventions. Lesquels ont quand même contribué à en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'il finit par dire, après toutes les recherches qu'il a faites, il dit que c'est un chercheur, il finit par dire ceci, la chose la plus incroyable qui existe, c'est que le Cameroun est parlementaire et semi-présidentiel. Wonderful. Il est parlementaire. Revoir tes recherches. Moi, je suis juste littéraire, et ça ne veut rien dire, cette phrase. Il est semi-parlementaire et puis... parlementaire, il est parlementaire parce que il est le gouvernement, la responsabilité du gouvernement a déjà été engagée auprès du Parlement. Et parce que le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Voilà une caractéristique de parlementaire. Il est semi-présidentialiste parce que aujourd'hui, avec le fait majoritaire... Semi-présidentialiste, c'est encore pire, là. On observe... Non, semi. Voilà ça. D'accord, mon frère. Il faut sortir avec les honneurs, mon frère. Moi-même, tu mets semi, tu as un présidentialiste. Non, mais il y a d'autres personnes même qui disent que c'est un régime présidentialisme amélioré. Voilà, il peut pas être semi-présidentialiste ou il est présidentialiste. Est-ce que tu connais quand même que il y a des régimes qu'on taxe de semi-présidentialistes. Tu n'as aucune culture juridique, mais tu viens toujours débattre avec moi. Non, je suis quand même littéraire. Je suis quand même littéraire, parce que j'aurais pu te corriger maintes fois ici, là, juste le français. Seulement avec les honneurs, mon frère, on a compris. Tu n'as aucune culture juridique, mais tu es toujours... Ok, père, on a vu ta culture on a compris, pardon. Oui, on a compris, bye bye. Vous donnez toujours l'impression que c'est les gens qui disent ce que vous voulez entendre qui sont pertinents. Moi, je n'en pas mon frère. Non, et quand tu n'as plus d'arguments, tu vas encore dire dont je parlais tout à l'heure. Merci Dexter pour le panel. Tu connais mon caractère. Moi, je ne me laisse pas faire. Oui. C'est ça quand même. Attends, moi. Ah, donc c'est une femme qui te met dans cet état. Je suis désolé, je m'excuse. Je te connais même pas. C'est ça qui, tu ne m'intéresses même pas. Je sais pas pourquoi tu. Oula, on s'enfonce. Ça c'est le pouvoir du manioc, hein. Le manioc est trop puissant. On s'enfonce. Il va pleurer bientôt. Emma, où c'est Emma? Je pense que non, s'il te plaît là, s'il te plaît. Tu vas en soir, Emma? Et Dexter, merci. Non, s'il te plaît, sortons de ça, s'il te plaît. Oui, merci. Je n'aime pas ton panel. Oui, merci. Mais tu ne fais que nous dire merci depuis. Nous, on va avancer sur le débat. Merci, on a compris en tout cas. Mais c'est comme veut dire. Non, écoute d'abord là, tu exagères. On peut se utiliser seul comme ça. On a compris. Tu as déjà, tu as quand même fini par nous dire que le Cameroun était on a fini. Mais tu ne fais que maintenir la parole pour nous raconter la même sottise. Ce n'est pas à toi de me dire que j'ai fini. Dis-moi un truc. Oui, vas-y. La forte influence
du président sur comment on appelle ça, le processus politique au Cameroun peut éventuellement influencer en fait le régime en soi, parce que je comprends notamment ce que Emmanuel veut expliquer, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment en fait de direction. Le régime, en fait, on a du mal à le qualifier, parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça évoque plein de. Mais c'est même ça qui est le plus intéressant, c'est que toi tu arrives à le comprendre, mais lui-même il ne se comprend pas. Réellement que je dis pas qu'il a tort, mais je pense que d'une certaine manière, si on analyse en fait d'un certain point de vue, moi je pense que à cause de la forte influence du président dans le processus politique camerounais, ça peut en fait mener à ce que le régime en lui-même soit complètement déstabilisé. Moi, c'est ce que je pense. Bon, moi, j'ai une question bête, hein, parce que moi, je représente la rue. Le Cameroun, dont notre président, il détient le record. Donc, il n'y a pas un président qui est resté au pouvoir plus longtemps que lui dans le monde. Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin après ça? Non, mais je sais pas pourquoi on pas souvent chercher. Hein. Moi, le jargon politique, j'ai dit que moi, je suis de la rue, c'est pas mon truc. Bon, juste ça. Oshiga, pour répondre à la dame, pardon, je crois que Fauting tout à l'heure a très bien illustré ça, vu que tu veux la pratique. Fauting tout à l'heure, si je ne me trompe, a bien dit, en théorie, on est un régime semi-présidentiel, ou bien, s'il veut, Emmanuel, semi-parlementaire, parce que ça revient à la même chose. Merci beaucoup. En pratique, en pratique, présidentiel, ce serait un peu, enfin, bon, après, je pense que c'est. Non, ça, c'est la théorie. C'est juste le français, soit semi-présidentiel, soit semi-parlementaire. Là, je comprends mieux, Dani, merci. Ben oui, je pense qu'avec plus d'analyse, on peut se pencher sur quelque chose, sur un présidentialisme aménagé, hein. On peut si vous me permettez de terminer, ça, c'est la théorie. Mais Fauting a très bien illucidé en disant, dans la pratique, donc, malheureusement, j'ai pas entendu l'intervention de Fauting. Voilà. En réalité, au Cameroun, si je me trompe, Fauting pourra m'arrêter. En réalité, au Cameroun, on est dans une dictature. Donc, à ce moment donné, on dépasse même le stade de régime présidentiel. On est au-delà, au-dessus. C'est ça qu'il a parlé de hyper-présidentialisme. Ça veut dire, en réalité, en théorie, on est semi-présidentiel. Ça veut dire que, d'une certaine mesure, le gouvernement devait rendre compte réellement devant le Parlement. Le Parlement, le chef du gouvernement devait sortir du Parlement. Et oui, je suis d'accord avec Emmanuel que plus qu'au Cameroun, c'est le RDPC qui domine le Parlement, que le président de la République puisse nommer le Premier ministre. Mais il y a aussi d'autres faits concrets qui montrent la partie parlementaire d'un régime. C'est lorsque le Parlement est libre de lancer des enquêtes parlementaires, par exemple. Ça, c'est un fait. Il y en a. Mais parce que quand on parle... Mais au Cameroun, ça n'existe pas des enquêtes parlementaires parce que le Parlement est muselé. Vraiment, dans un régime présidentiel, le Parlement aurait le pouvoir de renverser le gouvernement. Mais là, c'est pas le cas. Au Cameroun, tous les pouvoirs sont dans les mains de Paul Biya. Ah, donc c'est ça. Pratiquement, mais oui. Je ne sais pas pourquoi il veut venir se foutre des gens ici. Il y a respecter les gens. Il y a le pouvoir. On n'a même pas besoin d'aller à l'école. Même un enfant de 7 ans sait qu'au Cameroun, là, c'est le père qui gère tout. L'Assemblée peut contraindre de retirer une décision, non. L'Assemblée n'a aucun pouvoir sur les actions du gouvernement. L'Assemblée ne peut pas dire, par exemple, que tel ministre n'était pas bon, on le démet de ses fonctions. L'Assemblée, oui, dans la théorie qui contrôle l'action gouvernementale, la question il y a le jeu de questions-réponses. Mais partant de là, l'Assemblée n'a aucun pouvoir. Ils ne peuvent même pas se lever et dire à un juge que regarde un peu dans tel ministère. Rien. L'Assemblée ne peut pas instruire une enquête. Même le juge, le tribunal au Cameroun ne peut pas, le pouvoir judiciaire, ils ne peuvent pas s'auto-saisir d'une enquête. Un juge camerounais ne peut pas, par exemple, sur dénonciation, appeler un ministre, par exemple, pour détournement de fonds. Parce que si on avait un système judiciaire libre, rien que le train de vie de certains ministres justifie une visite chez le procureur. Parce que le ministre au Cameroun, c'est vrai, mais lorsque tu te retrouves en train d'avoir 2 Prado, les voitures de 90 millions, tu as 2 pièces dans ton parking, théoriquement, tu dois venir expliquer l'activité qui a été aussi lucrative au point où tu roules avec. Puis, vous regardez le théâtre qui se passe actuellement. On a les gens qui viennent déposer le dossier là avec 30 millions. Un truc serait d'abord de savoir l'origine des 30 millions. Parce qu'il ne faudrait pas un jour que, je ne sais pas, le membre d'un cartel de drogue prenne cet argent pour venir investir dans une campagne politique. Puis, voilà l'article 66 de la Constitution du Cameroun qui dit que quand tu es gestionnaire de la fonction publique, depuis 1996 que ça a été voté, on est à 28 ans, tu dois déclarer tes biens avant d'entrer en fonction. Ça n'a jamais été appliqué. Alors, le Cameroun, c'est un régime hyper présidentialiste. Hyper. La loi, c'est bien. C'est pas bon.
C'est pas bon. On a quand même eu 43 ans de biaïsme pour se rendre compte que c'était mauvais. Moi, je suis né en 80 au Cameroun. Le centre-ville, j'allais à l'école en voiture dans mon enfance, 85-86. Le centre-ville de Yaoundé de 86 est plus joli que le centre-ville de 2025. Le régime de Biya nous a apporté quoi? Les larmes, la désolation, la misère. Moi, j'ai vu mes oncles à l'époque quand ils étaient étudiants, même les farotages. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On a trop souffert sur ce régime et c'est parce que Biya a eu tous les pouvoirs. C'est même pas bon ce régime. On doit, même par exemple la délégation de signature, prochainement on doit encadrer les choses comme ça dans la Constitution. Parce que Ngongo n'apparaît nulle part dans... Ngongo est quelle personnalité dans la Constitution? Qu'est-ce que la Constitution dit au sujet de Ngongo? Rien. La délégation de signature, théoriquement, c'est autour le Premier ministre qui doit bénéficier, pas le secrétaire général. Il n'est pas membre du gouvernement. C'est ce que j'allais ajouter, que même s'il fallait, ça devait logiquement être au Premier ministre. Pas au secrétaire général. Pas au secrétaire général, c'est n'importe qui. Secrétaire. Il est secrétaire, justement. Il est là pour que quand Biya lui dit que arrange-moi un rendez-vous avec s'il vous plaît, pardon, il appelle la ville, organise. Pardon de couper, mais vraiment, quand on parle, c'est vrai qu'on a envie de dire les choses qu'on veut dire, mais il faut restituer les vérités telles qu'elles sont. Il y a vraiment, c'est un pouvoir discrétionnaire. Le président de la République peut choisir à qui il délègue certains de ses attributs, de ses compétences, si vous voulez. La seule particularité. C'est pour ça que, excuse-moi, c'est pour ça qu'il dit que la Constitution prochainement doit encadrer à qui déléguer ses pouvoirs. Mais parce que s'il pouvait déléguer ça aux c'est déjà encadré. Les textes l'encadrent déjà. Le problème, par contre, la grosse entorse qu'il y a actuellement, c'est que, la délégation est permanente, alors qu'il n'y a aucune délégation qui peut être permanente. Lorsqu'on délègue ses compétences à quelqu'un, c'est sur des matières déterminées, c'est-à-dire ce n'est pas sur toutes les matières, c'est sur des matières déterminées et durant un temps bien délimité. On ne peut pas déléguer de manière permanente ses compétences. Pourquoi? Parce que si vous déléguez de manière permanente vos compétences, ça veut dire que ce n'est plus vous qui êtes en charge des compétences en question. Donc vous n'êtes plus le président, c'est plutôt la personne à qui vous avez délégué de manière permanente vos compétences et de manière complète surtout qui est compétent. Surtout que le type de délégation que Ngongo a reçu, c'est une délégation qui dit que c'est lui qui choisit les matières qui relèvent uniquement du président de la République. Donc, il a le pouvoir de choisir lui-même les matières pour lesquelles il est compétent et les matières pour lesquelles c'est le président de la République qui sera compétent. Alors, ce n'est pas possible. C'est celui qui est au-dessus qui doit décider les matières sur lesquelles Ngongo est compétent et délimiter donc les compétences de Ngongo et délimiter également la durée durant laquelle Ngongo est compétent sur ces matières-là qui sont de sa compétence à lui. Il n'y a donc pas de délégation permanente de signature en droit au Cameroun en tout cas. C'est toutes ces violations-là qui font donc dire que le Cameroun fonctionne véritablement sur la base que Paul Biya concentre l'ensemble des pouvoirs entre ses mains et l'utilise de manière autoritaire. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'il veut et non pas ce que les lois du Cameroun prévoient. Notamment, justement, donc, cette séparation des pouvoirs qui aurait dû s'observer entre l'exécutif et le judiciaire au moins, ce qui est totalement absurde. C'est-à-dire que le pouvoir, si vous voulez comprendre un peu ce que ça signifie, c'est que si aujourd'hui vous voulez attaquer un acte administratif, vous voulez attaquer un acte du président de la République, vous voulez attaquer un acte des ministres de la République. Lorsque vous allez devant les magistrats, malheureusement pour les magistrats, c'est le président de la République qui les nomme. Et comme il les nomme, ils ne peuvent pas dire autre chose que ce qui est l'avantage. En tout cas, ils ne sont pas libres. Ils peuvent, dans certains cas, ils vont le faire. Mais la plupart du temps, quand l'exécutif va leur dire, vous ne devez pas faire un jugement dans tel ou tel autre sens, ils sont obligés de respecter cela. Pourquoi? Parce que sinon, il suffit que Paul Biya signe simplement et ils sont révoqués comme magistrats. Or, ce principe de séparation des pouvoirs garantit simplement que le jour où il y a un contentieux, comme c'est le cas souvent lorsque le président de la République veut modifier la Constitution, quand on va aller devant les juges sont libres et ils disent au président de la République, non, ce n'est pas ce que la Constitution dit. Donc, on ne va pas écouter ce que tu dis. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Quand Macky Sall a voulu changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir ou pour prolonger simplement la date des élections, le président du Conseil constitutionnel a pu lui dire non parce qu'il y a une certaine indépendance de la justice. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Monsieur Atangana Clément, il est plutôt en train d'aller dans les réunions pour demander à Paul Biya de se représenter. Pourquoi? Parce que là-bas, effectivement, il sait que c'est Paul Biya qui, sa nomination et la gestion de sa carrière dépendent de Paul Biya. Comme ça dépend de Paul Biya, il ne peut pas se positionner face à Paul Biya, contre les intérêts de Paul Biya. Voilà le vrai problème que nous avons. Et toutes les lois sont bafouées. Maintenant, je termine simplement sur l'aspect de ce qu'on disait tout à l'heure avec le monsieur. Il se fourvoie beaucoup quand il veut parler de ce que les textes pourraient prévoir. Parce que ces textes n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité des faits au Cameroun actuellement, c'est que Paul Biya concentre la totalité des pouvoirs entre ses mains. Et d'ailleurs, même le Parlement est considéré comme une simple caisse d'enregistrement des projets de loi du gouvernement. Parce qu'il faut distinguer. Les lois peuvent être faites de deux manières. Il y a les
projets de loi qui sont proposés par le gouvernement et il y a des propositions de loi qui sont qui émanent du Parlement lui-même. Donc, au Cameroun, c'est que les projets de loi qui sont votés. Il n'y a pas de proposition de loi, c'est que le gouvernement qui prépare les lois et qui fait passer ça au Parlement. Voilà. Excusez-moi, vous êtes en train d'expliquer qu'il n'y a aucun équilibre en fait entre les pouvoirs là, clairement. Mais c'est justement pour ça qu'on dit qu'on est dans une dictature plus. Du coup, il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une dictature et qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Je vous dis, vous ne trouverez pas deux propositions de loi au Cameroun. Tous, c'est des projets de loi. C'est que le gouvernement qui dit, on va faire la loi des finances comme ceci, on va faire la loi de cela. Non, les députés sont obsolètes, en fait. C'est pour ça qu'on dit, effectivement, c'est ça, c'est le mot. On dit mais en fait, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement comment fonctionne en fait la majorité obèse. Non. Comment fonctionnent en fait les relations entre le pouvoir exécutif et le Parlement? Alors, dans la réalité des faits, il devrait y avoir ce qu'on appelle un contrôle de l'action du gouvernement. Effectivement, il faut un mécanisme de contrôle. Le Parlement a deux fonctions. Le Parlement est censé avoir deux fonctions dans la Constitution du Cameroun. Une première fonction qui est celle de légiférer, c'est-à-dire de voter les lois, mais une deuxième fonction qui est celle de contrôler l'action du gouvernement. Voilà les deux fonctions du Parlement. Le problème qui se pose justement, c'est que même pour légiférer, ils ne vont légiférer ou s'asseoir pour décider que sur les projets qui sont proposés par le gouvernement et non pas des propositions internes qui viennent du Parlement, dont eux-mêmes ils ne portent rien en eux, qui puissent aller dans le sens contraire de ce que le gouvernement prévoit. Or, c'est justement leur rôle de proposer quelque chose ou d'amender, surtout lorsque les intérêts du peuple camerounais sont en danger ou sont lésés. C'est notamment les lois de finances, tous les projets qui portent notamment sur des questions monétaires et consorts. Ils devraient s'assurer effectivement que les intérêts des populations camerounaises ne soient pas lésés. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Parce que dès que le président de la République du Cameroun va venir dire, voici un accord de coopération qui s'est signé avec la France en matière monétaire et financière, c'est ce qui institue le franc CFA au Cameroun, qui est une monnaie gérée par la France. Le Parlement va se limiter simplement à entériner cela, c'est-à-dire qu'ils vont simplement valider ce que l'exécutif a fait. Et c'est tout le drame justement du Cameroun. Parce qu'il n'y a pas ceux qui font la fonction de contrôle justement de l'exécutif. S'il y avait le contrôle de ce que l'exécutif faisait, le législatif aurait pu dire non, le franc CFA c'est vraiment dangereux pour nous parce que ça demande qu'on dépose nos réserves de change sur les comptes du Trésor français. C'est bien écrit en noir et blanc dans les accords de coopération. Ils auraient pu refuser. Surtout que ça va même plus loin, notamment des questions de souveraineté comme les questions monétaires, c'est même par référendum que ça passe. Au Cameroun, non seulement on n'organise pas le référendum, mais le Parlement se limite simplement à valider et à ratifier tous les accords qu'ils ont signés. Donc voilà pourquoi, malheureusement au niveau du Cameroun, tout se passe comme s'il y a justement une séparation des pouvoirs, il y a des pouvoirs différents, mais dans la réalité et la pratique des faits, ce qui est écrit dans les textes c'est une chose, mais dans la pratique au quotidien, tout se passe comme si M. Paul Biya concentre la totalité des pouvoirs entre ses mains. Mais du coup, la Constitution ne garantit rien en ce qui concerne les libertés et les droits fondamentaux. Mais la Constitution garantit, puisque le préambule de la Constitution précise bien que les droits et les libertés fondamentales, qui sont d'ailleurs reconnus dans tous les textes et toutes les chartes qu'on connaît, la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont reconnus et protégés au Cameroun. La liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, les libertés syndicales, le droit des grèves, c'est bien stipulé dans le préambule de la Constitution que tout cela est garanti aux citoyens camerounais. Mais dans la pratique, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils violent tout ça allègrement parce qu'il n'y a personne pour les en empêcher. Si le Parlement pouvait contrôler l'action du gouvernement, il pouvait les en empêcher. Si le judiciaire pouvait contrôler l'action du gouvernement et les sanctionner, il pouvait les en empêcher. Mais personne ne peut le faire parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un individu. C'est d'ailleurs pourquoi nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, on dit qu'une fois que le pouvoir est pris, la première des choses qu'on fait, c'est une réforme institutionnelle avec la vraie séparation des pouvoirs. Exactement, parce que là, on n'est pas face à un régime politique démocratique, on est face à une dictature, pour ne pas dire une tyrannie même. C'est justement ça le mot. C'est pourquoi nous, on dit donc qu'on est dans une dictature pleine et féroce. C'est sûr. Parce que si tous les pouvoirs sont centralisés au niveau d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir exécutif, donc le président, on est face à... Il y a Emmanuel qui s'étouffe là en bas. J'ai envie de relever un peu. Je suis choquée. Alors, il dit que c'est normal parce que le RDPC a la majorité. Donc, en fait, Emmanuel est en train de nous expliquer que c'est normal qu'aucun député ne fasse de proposition de loi, que ce soit dans la majorité ou la minorité, parce que c'est le parti... Comment dire? C'est le parti majoritaire qui est au pouvoir. Donc, Emmanuel ne sait pas que dans un pays normal, même un député
du parti au pouvoir peut voter non à une loi qui est proposée. Effectivement. Tu vois comment les gens ont grandi tellement dans un système que je sais pas, hein, on est vraiment lobotomisé en fait. Et toi, tu me parlais de culture juridique, frère. Le député est d'abord là pour protéger le peuple, non le parti. Le peuple, il n'est pas là pour protéger un parti politique ou le président. Il faut respecter le chercheur. Juste pour non. Continue de chercher, père. Sur la partie chercheur, Dexter, je suis désolé de devoir dire la vérité. Moi, j'aime être honnête et sincère. Sur la partie chercheur, sur la base des ouvrages qu'il a à sa disposition, j'avoue qu'il cherche. Il y a un certain nombre d'ouvrages qu'il avait à sa disposition que j'ai vu. Il ne l'a pas qui veut, mais qui cherche véritablement. Voilà, quand je dis ma série, vous ne me croyez pas. Oui, il a alors lu. Merci, Fossi, il a ça, il a alors lu. Chercheur, c'est un métier. En fait, dis qu'il est curieux, oui. Dis qu'il est curieux. Non, il est chercheur. Mais dis que c'est-à-dire qu'il est doctorant, en fait. Faut arrêter. On souffre de dire à cause des chercheurs comme ça au Cameroun. On souffre. Quel chercheur? Il détenir des livres suffit à légitimer ou à mériter le titre. A dit que je suis un chercheur. Nous, on a les bibliothèques ici, on est les chercheurs. Chercheur reconnu par une université. C'est pas chercheur. Je crois qu'on cherche tous. Mais le grand problème d'Emmanuel, c'est que lui, il veut prendre au sens littéral les mots qui sont écrits. Alors que plutôt il faut aller chercher dans la réalité et la pratique du terrain pour savoir si... Exactement, et se faire sa propre idée. Les livres ne sont que... C'est juste des indicatifs. Bon, tout ce qui est écrit dans les livres, c'est pas forcément vrai. Hein, je suis désolé. Dis-moi, dis-moi comment est-ce que les députés sont élus en fait? En fait, quel est leur... Enfin, qui les nomme? Les députés sont élus. Les députés sont élus. On les nomme pas, bébé. Ils sont votés. Non, mais comment ils sont élus en fait? Par qui? Comment? Ah, le peuple, non, les élections législatives. Population locale. Mais comme les Camerounais sont des gros sardinards, c'est normal que ce soit toujours le même parti qui soit majoritaire depuis. C'est adhérent, parce que moi j'aimerais bien savoir comment les députés, les sénateurs sont élus, et en fait, comment en fait fonctionne leur mandat, sur combien de temps? De 5 ans. 5 ans, et ils sont dans les partis politiques, en fait. Chaque parti politique, voilà, met des candidats. Et le RDPC, pour quand il y a les élections, ils vont distribuer la sardine, le pain, et voilà, comme s'ils ont la majorité, leur parti a la majorité dans les yeux. Majorité obèse. Mais voilà. Au final, pourquoi? Puisque en vrai, ils ont aucun pouvoir. Non, ils donnent le pouvoir du coup au président. Justement, ils donnent tout le pouvoir au président. En fait, toutes les lois proposées par le gouvernement passent, quoi. Faut-il faut remarquer que l'article 66 de la Constitution, qui devait protéger le peuple camerounais du pillage, n'a jamais été promulgué. Parce que s'il faut la promulguer, ça veut dire que désormais le président doit déclarer ses biens. Or, du coup, comme c'est un article qui va gêner le gouvernement et sa team, l'article n'a jamais été proposé. Or, théoriquement, au Cameroun, lorsqu'une loi a été votée, on pouvait. C'est ce qu'il faudra faire prochainement. Il y a un délai où la loi doit être appliquée. Mais voilà ce qu'on ne fait jamais. On a les gouvernants où la loi doit être appliquée. Alors, pour ce qui concerne l'article 66, et ce n'est pas que le texte n'est pas écrit. En réalité, l'article 66 existe déjà. Tout ce qui manque, c'est un décret d'application. C'est-à-dire que pour que les lois entrent en vigueur, il faut que le président de la République fasse un décret d'application de la loi. Et le décret en question est sur sa table, donc il devrait le signer, mais il ne l'a jamais fait. Raison simple, s'il le fait, ils doivent tous déclarer leurs biens à l'entrée comme à la sortie du gouvernement. Et donc, ça, ils ne le font pas. Et c'est un autre indice qui montre très bien que les lois du Cameroun, surtout la loi la plus haute, qui est la Constitution, sont allègrement violées. Les lois sont allègrement bafouées par le régime en place, qui piétine carrément toute la Constitution du Cameroun, quand bon lui chante. Mais franchement, moi je suis abasourdi, mais j'aimerais vraiment savoir en fait comment fonctionne le système électoral, le système législatif et le système municipal en fait. Quels sont les critères en fait pour devenir président? Nous sommes à la présidence, laisse-nous t'expliquer maintenant. Moi je veux savoir. Ok. Comment fonctionne le système électoral? Faustine, s'il te plaît, éclaire-moi, parce que moi, en tout cas pour les présidentielles déjà. C'est le chiffrage universel direct. Donc ça veut dire qu'en réalité, le vote est égal donc pour tout le monde, et puis les élections sont à un seul tour. Donc le président de la République est voté par la majorité, simple. Donc il peut avoir 15%, il est président de la République, si tous ses concurrents ont 14% et moins. Tout comme il peut, dans le cadre du Cameroun, en tout cas dans ce qui se fait dans la pratique, bourrer les urnes. On l'a vu lors des élections précédentes. Il peut bourrer les urnes régulièrement et prétendre avoir des scores soviétiques comme les 71%, les 74%, mais surtout nous présenter un total des voix
qui dépasse 100%. Tu as déjà vu quelque part, tu as déjà vu quelque part là où on a un total des élections, des résultats de tous les candidats qui sommés, mis ensemble, dépasse 100%. C'est ce qui s'est passé lors des élections 2018. Si quelqu'un pense que je mens, allez chercher, vous allez voir. On a dépassé la barre des 100% dans le résultat total. C'est pas incroyable. Incroyable. Les bourrages. Non, mais nous, on n'a plus honte au Cameroun. Hein. C'est le continent. Faut-il, je tenais juste à préciser quelque chose. Avant que le grand se prenne encore la parole, de tout là, je vais parler. Non, attends, oui. Donnez la parole à Dev, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oui, Dev, en fait, merci beaucoup, Destiny. En fait, je montais depuis pour féliciter vraiment les hommes de la culture, je dis comme ça, du showbiz, qui sont entrés dans le game, je dis comme ça. C'était ma première fois de tomber sur le live de Destiny et j'ai apprécié. C'est vraiment apprécié. Ici, c'est la haute place. Et on parlait de la politique où chaque Camerounais donne son avis et nous constatons ensemble que le Cameroun est mal gouverné, est mal géré, les lois ne sont pas respectées et il faut que ça change. Puisque la majorité des gens qui sont montés ici ou qui interviennent en bas, nous sommes tous d'accord. Nous voyons on va dire nos frères comme Emmanuel, qui, je pense qu'il a dit ici qu'il supporte le RDPC. Comment il veut nous malmener? Nous ne voulons plus ça. Heureusement que les Camerounais sont éveillés. De précision, je n'ai jamais dit une chose pareille. Merci. Ok, merci, je retire le mot. Donc, nous ne voulons plus. Emmanuel a emporté un débat ici. Vous voyez, depuis, on ne parle plus de nos prochaines, de ce qui doit nous tenir dans les prochains 3-4 mois là. C'est la présidentielle et c'est là où tout doit basculer. Oui, c'est ça en fait. Dès que on revient de là-dessus tout de suite. Ouais. Effectivement, parce que là, l'avenir, notre avenir est en train de se jouer en octobre là. Et nous ne voulons plus continuer avec le même régime que depuis des années, 43 ans. Il ne parvient pas à gérer le minimum, les moindres soucis des Camerounais. Donc, je montais pour vous féliciter et d'organiser souvent les débats, les panels comme ça. Et il y a aussi Oshiga, on m'a dit qu'elle est aussi dans le showbiz, c'est bien. Donc, nous avons vu comment les autres artistes ont déjà fait leur choix. D'autres ont choisi les Cabral, Camto, c'est bien. Que les artistes choisissent tous les opposants, tout sauf le représentant du RDPC. On en a marre. Merci. Ok, merci Dev. Bon, maintenant pour revenir au débat, pour revenir vraiment au débat, pour remettre les choses au centre. Voilà. J'ai demandé à monter pour préciser quelque chose, mais un instant. En fait, on veut évoluer au débat, je vais préférer descendre. Non, si tu reviens au débat, je voulais juste préciser quelque chose. C'était pas. C'est ça qui nous réunit ce soir, on est sur l'actualité. Là, maintenant, c'est une parenthèse. Si ça peut servir à la compréhension des enjeux, on laisse, mais le débat n'était pas sur la Constitution, tu vois. Ok. Sans vouloir te censurer. Mais en tout cas, l'actualité est tout aussi importante. Tu peux aussi rester, donner ton avis. Voilà. Bon, Fautine, tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, j'ai cité les principaux candidats à l'élection. Et les gens avaient fort espoir lors de la démission de Issa Chiroma, par exemple, et Bello Bouba, qu'il se crée une alliance quand même entre professeur Camto et ces deux-là qui pèsent quand même, en fait. Surtout dans la région du Grand Nord et tout. Au vu de ce qui est en train de se passer, chacun allait en rang dispersé, chacun dépose sa candidature. Est-ce que c'est pas une faiblesse? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va diminuer un peu la puissance, qui va, on va dire, on avait espoir, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à trouver un consensus à ce niveau-là? Alors, déjà le débat sur le consensus de l'opposition et les candidatures uniques ou les coalitions fortes de l'opposition sont des débats qui sont fortement entretenus uniquement par le régime en place pour légitimer le fait de se maintenir. La réalité est que au Cameroun, comme partout ailleurs, il n'y a pas de coalition ou il n'y a pas d'élection où il y a simplement deux candidats, où il y a une coalition totale, sauf des systèmes dans lesquels l'élection se fait à deux tours. Or, le Cameroun, c'est une élection présidentielle à un seul tour. L'élection présidentielle à deux tours permet justement que les deux principaux candidats du premier tour passent pour aller au second tour. Et à ce moment-là, toutes les coalitions peuvent maintenant se faire pour se ranger derrière ces deux candidats-là. Dans ce cas de figure, on peut effectivement aboutir à ce qu'on souhaite voir au Cameroun. La réalité, c'est que dans aucun pays dans le monde, là où on n'est pas justement une élection à deux tours, on a deux candidats qui arrivent face à face. Ça n'existe pas, nulle part. Il y a toujours une pléthore de candidatures. 5, 6, 7, 8 candidats. C'est toujours le cas partout. Même dans les pays là où il y a deux camps qui sont prépondérants, comme les démocrates et les républicains aux États-Unis, il y a toujours plusieurs candidatures. Il y aura les candidatures des Verts, il y aura des candidatures indépendantes, il y aura les candidatures des écolos, ce que vous voulez, mais il y aura toujours énormément de candidatures. C'est un débat
qui, à mon sens, est simplement entretenu par le régime pour essayer de tromper les gens et vous faire croire que s'il n'y a pas de coalition de l'opposition, vous ne pouvez pas gagner le régime en place. Prenons les chiffres statistiquement parlant. Lors des élections de 2011, le régime de M. Biya gagne l'élection avec 3 700 000 voix. Lorsqu'on arrive à l'élection de 2018, il perd de 1 200 000 voix. Il gagne l'élection avec 2 400 et quelques de milliers de voix, presque 500 000 voix. Donc, statistiquement parlant, le fichier électoral du Cameroun actuellement affiche 8 millions de voix. Et on sait aussi que dans les 2 500 000 voix qu'ils ont eues en 2018, plus d'1 million de voix venaient du nord du Cameroun. Attends. Donc, actuellement, on est passé de 2 millions. De 3 700 000 en 2011 à 2018, ils sont passés à 2 500 000. Donc, on a baissé en 2018. Je parle des voix du RDPC. Ah, les voix, non, moi, je demandais le nombre d'inscrits sur les listes. Non, le nombre d'inscrits a augmenté. Actuellement, on est plutôt passé à 8 millions d'électeurs. On était à 6 millions et quelques, 7 millions. Par la suite, après 2018, les inscriptions jusqu'en 2024, on était à plus de 7 millions. Et là, on est passé à plus de 8 millions d'inscrits. Non, mais sincèrement, si on est à 8 millions, il y aura moins. Donc, si on est à 8 millions et qu'on sait que le régime a gagné avec 2 500 000 voix et que dans les 2 500 000 voix, il y avait 1 million de voix qui venaient du nord du Cameroun, en supposant donc que le départ d'Issa Kiruma et de Belobouba Maïgari, qui sont les poids lourds du Nord, qui vont donc emporter un certain nombre d'électeurs dans le Nord. Disons 800 000 par exemple, par là. Voilà. S'ils emportent, mettons même seulement 500 000, ça veut dire que le RDPC peut s'en sortir avec 2 millions de voix à tout casser. Ça veut dire qu'il reste 3 fois le nombre de voix du RDPC potentiellement disponible. Donc, il peut encore y avoir jusque 2 candidats qui peuvent arriver devant le RDPC, logiquement parlant. Ce n'est donc pas une question de coalition, c'est plutôt une question du peuple maintenant. Qu'est-ce que le peuple va vouloir? Vers qui est-ce que le peuple va se tourner pour dire je confie mon destin à celui-ci? D'où la notion de programme de gouvernance. Et c'est là où on préfère amener le débat des Camerounais. Il ne faut pas voter simplement les gens pour dire ok, on vote un candidat simplement pour ses beaux yeux parce qu'il a dit j'apporte le changement. On peut se mettre là et promettre même la lune. On peut se mettre là et promettre que dès que je serai président de la République, tous les Camerounais auront une maison sur la lune, chacun aura un jet privé et comme ça. On peut promettre tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai ce que tu dis au niveau des programmes, mais il y a un souci quand même. Tout le monde, tous les candidats peuvent copier-coller un programme et le mettre dans un papier, il dit allez lire. Mais le peuple a aussi besoin de sentir que le candidat vit son programme, tu vois. Et c'est à travers les meetings qu'on le ressent. Quand tu vois, par exemple, un président comme Trump, mais il n'a même pas besoin de lire ses discours, il respire son programme. C'est aussi pour ça qu'il a gagné les élections, par exemple. Donc, on veut des candidats qui incarnent vraiment leur programme aussi. Pas seulement des politiques. Mais en fait, c'est-à-dire que quand on parle de candidature, mais il faudrait déjà que le candidat que nous voulions voter soit déjà accepté en tant que candidat pour qu'il soit président. Mais déjà même qu'au niveau même de comment on appelle ça, de la commission électorale, ça bloque. Et qu'apparemment c'est remis en cause, qu'il sera pas candidat. Non, il y a tout un chimique autour de sa candidature. On ne sait pas s'il sera, il pourra être candidat, s'il pourra se présenter. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer. On verra lorsque les instances vont se prononcer. Donc là, les débats. Mais c'est vraiment compliqué. Si on est face à un pouvoir où on parle de dictature et que la commission électorale n'est pas forcément indépendante, vous pensez pas qu'on va nous mettre les bâtons dans les roues? Non, on ne dit pas qu'elle n'est pas forcément indépendante. On dit qu'elle n'est pas indépendante du tout. Qu'elle n'est pas inféodée au régime. Je peux même te dire que le pouvoir ne rêve que d'une invalidation de la candidature de Maurice Kamto. Il ne rêve que de ça. Je pense que ça sera fait parce que j'ai pas envie d'être pessimiste, mais si on parle vraiment de dictature et qu'il n'y a aucune transparence, ne vous attendez pas à grand-chose. Hein. Alors, le contexte est beaucoup plus compliqué que cela. Il ne faut pas lire les cartes de manière aussi simple et triviale. Parce que, comme toute dictature, ils avancent toujours en tâtant le terrain et en voyant si le peuple, justement, peut réagir ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, ils voient que le pouls est en train de monter, qu'il y a des divisions et des scissions même dans leur propre majorité avec certains partis d'opposition qui avaient rejoint leur camp. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte qu'hier. Premier point. Deuxième point, pour que la candidature soit invalidée, même dans la dictature, ils doivent quand même essayer de trouver un argument, même si c'était un argument sur lequel s'accrocher.
Il faut donc, pour cela, trouver des éléments de droit qui peuvent justifier quoi que ce soit. C'est tout l'objet du débat qu'il y a eu sur le mandat impératif. Pour ceux qui sont camerounais, qui suivent un peu, ils ont su ce que c'est le mandat impératif et nuit les consorts. Ça a été un débat longuement entretenu. Pourquoi? Parce que le régime doit justement trouver une petite faille, un petit truc sur lequel s'accrocher d'un point de vue des lois. Ce qui ne sera pas le cas pour le coup, justement, parce qu'on a pris les dispositions pour cela. Mais permets-moi de répondre plutôt à la question de Dexter. C'est une question importante. Et je soulignais tantôt que le candidat Trump dont tu as parlé, il respire son programme au niveau des États-Unis. Mais est-ce que tu aurais vu le professeur Maurice Kamto passer, par exemple, chez Valérie Ndongo, tu l'as vu ou pas, l'émission? J'ai vu un bout quand même, oui. D'accord. Donc, si tu regardes soit l'émission avec lui, comme les entretiens qu'il a eu avec les différents corps de métier au Cameroun, il a passé en revue les professionnels du domaine de l'art, les professionnels du domaine de la santé. Donc, il les a réunis, il a discuté de son programme, il a proposé ce qu'il avait proposé et il a aussi pris leurs suggestions et propositions pour enrichir son programme. La même chose, il l'a fait avec les entrepreneurs du domaine de la tech. Il a fait la même chose avec les gens du secteur informel au Cameroun. Et on peut dire que, d'une manière globale, il a fait également pareil avec les enseignants, le corps des enseignants, les différents corps des enseignants, donc du supérieur jusqu'au primaire, toutes catégories réunies. Et quand il parle justement, on sent quelqu'un qui maîtrise son programme, qui vit son programme, qui souhaite le mettre en application. Il n'a pas besoin de tourner autour du pot, il le maîtrise. Est-ce qu'il a déjà déroulé? Parce que on a suivi le meeting de Paris où il a dit qu'il réservait son programme pour le Cameroun. Le programme mis à jour, parce que le programme existe depuis 2012. Le programme de 2012 a été mis à jour pour l'élection présidentielle de 2018. Il a été complété. En 2012, il était 60 pages. En 2018, il faisait plus de 80 pages. Et donc maintenant, il va encore être complété par les propositions qui vont venir de ces différents corps de métier-là pour s'enrichir encore plus. En précisant qu'un programme de gouvernance, ce n'est pas la totalité de ce qu'on fera dans les détails, mais ce sont les grandes lignes de ce qu'on va faire. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas que le professeur qui le maîtrise. Nous-mêmes, moi, je n'ai pas besoin de chercher de midi à 14h. Vous me posez toutes les questions que vous voulez sur notre programme de gouvernance, je suis capable de vous répondre. Moi, comme la plupart de ceux qui sont des gens qui sont des militants ou sympathisants du MRC. Pourquoi? Parce que c'est en cela qu'on est convaincu. On n'est pas convaincu uniquement par un homme ou par un leader. On est convaincu d'abord par un programme qui nous dit, pour moi particulièrement, c'est l'aspect numéro 2, le chantier numéro 2, celui de la réforme de l'éducation, le système éducatif. Vous ne pouvez pas libérer, vous ne pouvez pas développer un peuple sans un système éducatif performant. Il faut passer par là, c'est la condition sine qua non. Donc, tous les débats que nous avons ici, c'est parce que justement le système éducatif a péché pour nous former correctement. C'est ce qu'on veut changer au Cameroun. Et une fois qu'on aura changé cela, les citoyens camerounais seront déjà formés d'un point de vue politique, mais ils seront aussi formés d'un point de vue technologique. On va même rattraper ceux qui ont été mal orientés dans leur formation. Notez que des milliers de Camerounais aujourd'hui, dans les facultés, ce sont les facultés de droit, de lettres, les lettres modernes, les lettres latines. Voilà encore les choses qu'on apprend. À un moment où on a besoin de technologie, on a besoin d'innovation, on a besoin de l'intelligence artificielle pour développer le Cameroun. Les gens font encore de longues études germanistiques, par exemple, de longues études en langue latine et consorts, des milliers en philosophie chaque année. Ce n'est plus possible dans le monde actuel. C'est donc cela que le MRC prévoit. On prévoit d'instituer dans les 10 régions du Cameroun des centres de formation pour ceux qui sont mal orientés. Donc, vous avez, par exemple, une licence, un doctorat, mettons en lettres espagnoles. Ça ne vous débouche pas sur un travail au Cameroun. On vous dit, vu que vous avez quand même un background et des compétences intellectuelles qui sont déjà suffisamment appréciables, vous passez entre quelques mois et 2 ans dans un centre de formation qui est un système qu'on appelle les passerelles. Et à partir de là, on peut vous réorienter vers de nouvelles formations. Vous pouvez par exemple aller apprendre l'intelligence artificielle, vous pouvez apprendre l'informatique en 2 ans. Dans tous les cas, vous apprenez un nouveau métier diplômant. Au bout de 2 ans, quand vous sortez de là, vous pouvez donc désormais être mieux qualifié pour aller sur le domaine de l'emploi et donc ou aussi vous mettre à votre propre compte. Pareil pour ceux qui ont arrêté les études avant d'arriver au supérieur du secondaire, donc le second cycle du secondaire. On va créer donc dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun des centres de métiers pour que les enfants apprennent des métiers, mais qu'ils les apprennent vraiment de manière professionnelle. Le problème qui se pose au Cameroun, c'est que la plupart apprennent sur le tas. Il n'y a pas une professionnalisation dans les formations. Et donc, on fait un peu du bricolage, comme on dit. Vous prenez quelqu'un qui va vous faire du staff, vous posez des carreaux. Il n'a pas suivi une formation vraiment adéquate dans ce sens-là. Et parfois, les choses ne sont pas correctes. Or, s'ils sont bien formés,
non seulement ils peuvent mieux faire leur travail, mais en plus l'État va accompagner en donnant les moyens pour ouvrir des ateliers, par exemple, pour ouvrir comment ça s'appelle, des entreprises qui vont leur permettre, équipées en machines, qui vont leur permettre justement d'être non seulement bien formés, mais en plus de ça, de pouvoir se lancer souvent à leur propre compte. Voilà ce qui m'a moi séduit dans le programme de gouvernance du MRC. Excuse-moi, Dexter, il y a la contradiction, il y a un contradicteur en bas qui veut monter. Je sais pas si sur le panel, on en a un déjà, puisque Emmanuel n'assume pas. Moi je peux descendre, ça ne me dérange pas. Mais Faustine, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que, bon, moi je suis totalement... Le contradicteur, Yoshida. C'est qui? C'est Vogada. Ok, oui, continue, bébé. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne en fait les besoins réels en fait des populations, comme l'accès aux soins, à l'éducation et etc. Vous en avez pas parlé assez parlé. Enfin, j'ai pas beaucoup lu le programme du MRC. Enfin, je me suis pas forcément étalé là-dessus. Mais en ce qui concerne tous ces besoins de base, comment est-ce que vous comptez mettre tout ça en place? Je descends comme ça, l'autre va monter. Non, je préfère descendre. Tu peux faire monter monter. Mais, il est là déjà. Après, je vais devoir aller me reposer aussi. Hein. J'ai passé toute la nuit éveillé. Donc, je peux simplement dire rapidement que tout ça c'est prévu. La couverture santé universelle est prévue. On a également prévu les césariennes et les accouchements de manière gratuite pour les femmes, notamment parce qu'on considère que le moment de donner la vie ne doit pas être un moment de stress pour les familles. Et que surtout, il faudrait, par la naissance justement et la démographie, relever un certain nombre de défis. Nos pays sont très fortement sous-peuplés, en réalité, par rapport à l'étendue territoriale que nous avons très généralement, d'où le besoin justement d'avoir une population en bonne santé pour pouvoir donc produire et enrichir le pays et la nation. On a la volonté aussi de développer un certain nombre de centres, de les équiper correctement. D'un point de vue de la santé, c'est à peu près ça de manière résumée. Pour ce qui concerne l'éducation, j'ai dit encore une fois de plus, c'est là où la véritable révolution se fait en Afrique. Un certain nombre d'éléments qui peuvent sembler anodins sont notamment soulignés, comme l'introduction dans les programmes éducatifs africains de ce qu'on appelle du Cameroun, pardon, de ce qu'on appelle les humanités classiques africains, c'est-à-dire enseigner des auteurs comme les Cheikh Anta Diop, enseigner les Frantz Fanon, voilà, et tous ces auteurs-là qui ont travaillé et qui peuvent produire des œuvres qui permettent aux enfants africains d'avoir des repères africains. C'est totalement absurde. Et aussi le Benga. Tous, c'est ça qu'on appelle les humanités classiques africains. Tous là, ils vont être enseignés. Justement, pourquoi? Parce que c'est totalement absurde que l'enfant africain, encore aujourd'hui, quand il va vous parler de philosophie, il va vous parler de Kant, de Descartes et de tous les noms que vous voulez, de Hegel, alors que dans le fond, l'Afrique elle-même a sa propre philosophie. Comment on peut se fonder sur des repères qui appartiennent aux autres? Justement, les philosophies ne sont pas éprouvées en Afrique, en fait. J'ai pas compris. Je dis, les théories ne sont pas éprouvées en Afrique. En plus, non seulement elles ne sont pas éprouvées en Afrique, mais qui ne s'adaptent pas à nos contextes et qui très souvent même sont des récupérations de savoirs ancestraux africains. J'invite ceux qui veulent, par exemple, s'informer là-dessus à lire un ouvrage qui s'appelle Stolen Legacy de George Gilbert James. George Gilbert James, Stolen Legacy, je vais écrire en bas. C'est un ouvrage super important qui vous montre comment tous les savants grecs qui ont pris donc la philosophie, qui ont ramené la philosophie en Europe finalement, les Platon, les Thalès, les Pythagore, tout cela, ils sont allés en Égypte se former dans une Égypte noire. Donc, Stolen Legacy, George Gilbert James. Merci, Otsi. Donc voilà, c'est ça qu'on veut mettre dans le programme éducatif des enfants pour qu'ils naissent en étant outillés pour ne plus avoir le complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit, mais surtout qu'ils sachent qu'ils doivent s'approprier la technologie parce que même les mathématiques, les sciences, la médecine et consorts, l'origine c'est en Afrique. Vous le disiez, Histoire universelle de Diodore de Sicile par exemple, il relate lui-même, c'est un grec qui voyage en Afrique, hein. Il relate lui-même que toutes les sciences en question viennent de l'Afrique. C'est eux-mêmes qui l'attestent. J'aime beaucoup ce type d'auteur parce que quand ça vient de nous-mêmes, on va dire qu'on essaye d'embellir notre histoire. Mais quand c'est eux-mêmes qui le disent parce qu'ils ont voyagé, ils ont vécu ça, il n'y a plus moyen de réfuter. Cheikh Anta Diop l'a dit à tue-tête. Et donc, il y a énormément de choses comme ça qu'il faudrait revoir. Et notre programme de gouvernance envisage de mettre ça justement entre les mains des enfants. Voilà comment nous, on envisage de changer ou révolutionner l'éducation, de notre point de vue en tout cas. Et parvenir à libérer d'abord les mentalités, puis surtout à équiper d'un point de vue de la compétition technologique et de l'innovation les enfants pour qu'ils puissent
se confronter à la mondialisation. Il faut noter que de ce point de vue, il y a un pacte stratégique avec la diaspora qui va faire en sorte que des gens qui sont dans la diaspora, même à distance, puissent transférer des compétences en enseignant à distance. Les enfants au Cameroun, vous êtes spécialisés dans l'IA, vous êtes à la NASA, vous travaillez, vous êtes camerounais. L'État vous demande simplement de prendre un peu de votre temps et de donner des formations à distance aux enfants qui vont apprendre dans votre domaine au niveau du Cameroun. Voilà comment donc on peut réussir à transférer des compétences de l'Occident vers notre pays pour le moderniser, en tout cas d'un point de vue technologique et scientifique. Bon, bonjour. Je peux soit, c'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais bien savoir ce que votre programme de gouvernance prévoit en fait en ce qui concerne l'environnement et la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Bébé, les programmes sont vastes. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir parce que ça m'intéresse vraiment, parce que le Cameroun est un très beau pays. Je peux placer un mot. NCH est là quand même depuis, il n'a pas parlé. Attendez, je vais laisser aussi d'autres pouvoir parler. Je reviendrai volontiers une autre fois. On a la pré-campagne, bébé, donc on aura le temps de d'éplucher les programmes de fond en comble et de mettre. Surtout que le programme sera mis à jour d'ici là. Il y aura de nouvelles. Et de mettre les auteurs face à leurs affirmations. D'accord. De mettre les auteurs face à leurs affirmations. Donc voilà, merci vraiment Fautine pour tous ces éclairages. On va parler du programme. Après, on est encore sur les... je reviendrai en tout cas volontiers. C'est que les programmes sont vastes, pour les éplucher, il faut vraiment du temps. Mais moi, Fautine, je peux te poser une question avant que je n'oublie. Est-ce que tu es membre du parti? Non seulement je suis membre du parti, mais je suis membre du bureau communal MRC en Île-de-France. Et je suis secrétaire en charge de la mobilisation et de la formation. Donc, justement, l'aspect de former sur le programme, l'aspect de former sur la politique, de former sur les connaissances en matière de loi, la constitution, le code électoral, c'est ça ma compétence, en fait, dans le bureau dans lequel je suis. Ah d'accord. Moi, je demande une chose, je demande ça ici. Bon, c'est vrai que certains vont trouver ça prétentieux, moi, je veux interviewer le professeur Kamto, donc je te laisse faire le travail. Bon, on va passer donc à la suite. Oui, je laisse les autres intervenir, mais je ne peux pas garantir. Mais non, je sais que tu peux me garantir. Non, je sais très bien. Je connais la stature de l'individu, de la personne. Mais juste que je souhaite. Donc, si jamais il y a une faille, n'hésite pas. Il est très ouvert, et lui-même d'ailleurs, il a un compte TikTok. Il a déjà fait un petit live sur TikTok en disant aux gens, mais je sais que vous serez surpris de me voir ici, mais sachez que je peux communiquer aussi par ce canal. Il est très au fait de tout ce qui touche les jeunes, les manières de communication des jeunes. D'ailleurs, il y a certaines expressions jeunes que je découvre chez lui, chez Valin Dongo, par exemple. Donc, ne soyez pas surpris qu'il accepte de venir sur certains panels. Oui, moi je le veux sur mon panel. Donc, on aurait un grand live avec le professeur Kamto. Moi, je te le dis déjà, je te fais la demande. Voilà. Ben, je ne refuse pas, je ne réchigne pas à remonter la proposition. Voilà, remonte la proposition, s'il te plaît. Faut-il déjà, juste un mot, avant de licencier, faut-il déjà, merci pour le débat. Comme je disais, c'est finalement un complément d'information et de savoir qu'on partage ici au-delà peut-être de nos divergences d'idées et même parfois de nos divergences politiques. Donc, je suis tout à fait d'accord dessus et je tenais à rendre hommage aussi avant de partir. D'ailleurs, je l'ai fait pendant que vous n'étiez pas sur le panel. Hein. Je crois que je l'ai dit ici. Je vous ai vu avec le traité de droit constitutionnel du professeur Kamto que j'ai devant moi aussi. Oui, j'en ai deux. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup scientifiquement. Mais scientifiquement parlant, il est imparable. Oui, il va sans dire. C'est le meilleur, sinon parmi les meilleurs. Dessus, on est d'accord. Mais moi, je vous rends hommage aussi. Je dirais que oui, effectivement, on a peut-être pas été d'accord sur un petit élément, mais sur le fond, quand même, on se rejoint. Et qu'il y a une bonne préparation aussi de votre côté. Donc, merci pour l'échange et pour l'édification qu'on a pu donc partager avec les Camerounais. Merci à toi également, à travers les œuvres que tu as partagées. Le programme du lundi, il est toujours d'actualité. Je le fais toujours. Je l'ai fait hier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis debout à cette heure-ci. Parce qu'on a terminé autour de 3 heures du matin. Et après, je suis venu sur ce live. Donc, tous les lundis soirs, je fais un live de décryptage de la pensée du professeur Kamto. Parce que tous les lundis, il publie un texte. Et sur mon compte, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Peut-être si ça vous intéresse. Je décrypte cette pensée-là. Mais on va aussi passer désormais
à la lecture de la Constitution, au code électoral, parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin justement d'être outillés pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, on va faire des lives là-dessus et on va terminer avec le programme de gouvernance du MRC lorsqu'il sera disponible bientôt. Dans ce cas, je vais t'ajouter et j'espère que je pourrai aussi monter pour participer, même si c'est la contradiction. Tout le monde peut participer. Dans l'interprétation des... Dis-moi alors, merci Emmanuel. Donc, faut-il, merci aussi pour les... Faut-il, bonjour. Qui constitue à Bonjour NCH, je te laisse. Bonjour. Avec NCH, vous ne perdez pas en qualité. Bonjour, monsieur Docteur. Je dis, comme tu vas partir là, ça fait longtemps, mais je n'ai pas. Moi, je suis là, je veux intervenir. Peu de temps, moi, je voulais te parler d'un truc, je sais pas. Je ne suis pas de même avis que vous. Oui, attendez, monsieur. Oui, mais monsieur Bokata est arrivé après NCH. Voilà, moi, je voulais passer. Fautine va partir. Moi, je suis en train d'observer. Je dis d'abord bonjour à tout le monde. On est là, on suit l'actualité politique de près avec beaucoup d'attention. Mais il faut il y a quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Vous savez bien, il faut pas, on ne doit pas faire semblant. C'est une dictature. On a une dictature, moi je peux dire sous une forme, je ne sais pas comment qualifier ça. Et on peut s'attendre à tout. Avec ces gens-ci là, moi je vois comment ils évoluent. Regardez un peu comment on utilisait le média d'État déjà pour sensibiliser les Camerounais pour les refus des candidatures. Moi, je vous dis ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir un bon projet de société, on doit aussi se questionner. Depuis qu'on a quitté des projets de Cameroun de grandes ambitions, Cameroun de grandes réalisations, la force de l'expérience, si les Camerounais s'attardaient sur le projet, la réalisation de projets de société pour voter un homme, il y a longtemps, le pouvoir ne pouvait pas, ces gens-ci ne pouvaient pas rester longtemps au pouvoir. Mais ils sont en train de nous envoyer un message fort. Ils sont en train de dire aux Camerounais, eux-mêmes, ils ont dit, on y va vers un référendum. Soit Paul Biya ou contre Paul Biya. Ce sont eux. Et on doit utiliser ça. Et le ministre est sorti il y a de cela moins d'une semaine pour expliquer déjà qu'ils ne veulent pas voir certains candidats. Et vous ne croyez pas que on va pas rester là, on va seulement dire que non, on fait confiance au Conseil constitutionnel, on fait confiance à Election Cameroun. Moi, je pense que ces jours-ci, ça c'est ma pensée, hein, on doit sensibiliser les Camerounais. On va pas se lever un dimanche, on vous dit que voilà les candidatures qui ont été rejetées, tout ça. Et on dit que non, au Conseil constitutionnel, les choses vont changer là-bas. Comment est-ce qu'on va mener cette bataille? Ces gens-là ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas libérer le Cameroun. Il faut que tout le monde le sache. Hein. Parce que je ne sais pas, avant, même si on a un beau, on le sait très bien, ce que le professeur a pour le Cameroun, il n'a pas commencé à écrire aujourd'hui. Et on sait bien, quand vous prenez, même si ce n'est pas, on ne peut pas seulement, on laisse même seulement le professeur prendre d'autres candidats. Il n'y a aucun candidat même de l'opposition qui a un mauvais projet de société. Mais ceux qui sont là depuis, même le RDPC n'a pas un mauvais projet de société, mais ils n'ont jamais appliqué ça. Mais ça n'a pas exclu le fait que depuis qu'ils ont présenté un bon projet de société au Camerounais et qu'ils ne mettent pas ça en réalisation, ils sont toujours là au pouvoir. L'autre problème maintenant, le combat qu'on doit mener, ils sont en train de sensibiliser. Et je jure que on a en face de nous des monstres. Et si on ne le fait par la sensibilisation en masse là, on va se lever un matin, peut-être, on va nous laisser boire un samedi. Et le dimanche, on vous dit que le Conseil constitutionnel ou l'élection, ils ont statué la nuit et que les résultats, voilà les gens. Les gens vont rester encore dire qu'on va voir, on va encore faire le boucan, tout ça. Et par contre, si peut-être dans la sensibilisation, tu nous dis, voilà le programme, les actions à mener là, comment est-ce qu'on va faire? Parce que Georges, quand ils envoient peut-être le minate comme ça sur les médias, ils tâtent le terrain. Comment ça se passe? Vous avez vu comment ils ont agité certains intellectuels malhonnêtes pour venir parler du mandat impératif, orienter tout le monde. Et tous les intellectuels là, malhonnêtes, ils ont accepté que non, tel ne pouvait pas être candidat et tout. Maintenant qu'on a pris l'autre couloir qui est encore plus clair, les voilà encore qui reviennent. Et ils sont en train de sensibiliser les gens pour nous faire comprendre que on n'aura pas un candidat du peuple camerounais. Donc, on ne doit pas négliger ce côté. Pour ça que quand la dame disait qu'on peut rejeter la candidature et tout ça, on dit que non, c'est inadmissible, impossible. Mais il faut qu'on dise aux Camerounais, nous qui vivons ici, voilà, ce que j'ai dit, ce qui est là, tout le monde sait que je crois avoir compris la question à NCH, si tu me permets de répondre et de partir. Alors, ta préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait si la candidature, par exemple, est rejetée ou s'il ne respecte pas les règles du jeu. Je vais répondre par la même chose que j'ai toujours l'habitude de dire. J'ai passé un certain nombre d'années à étudier les raisons des échecs des mouvements de libération des Noirs, pas seulement du Cameroun, mais des Noirs dans le monde. La première chose qui apparaît,
c'est que notre défaite, à chaque fois qu'on a été battu, vient d'un seul fait, le manque de discipline. Tant que vous n'êtes pas discipliné et organisé, vous ne pouvez pas réussir à vaincre. Et c'est Stokely Carmichael qui disait, Kwame Touré, donc celui qui est connu pour être membre des Black Panthers, qui disait « Don't agonize, organize ». N'agonisez pas, mais organisez-vous. Et l'organisation est simple. Il ne faut pas penser que on arrive à s'organiser de manière spontanée. Tout ce qui est spontané, ce n'est que de la réaction. Ce n'est pas de l'organisation. L'organisation, c'est plutôt de suivre un plan qui est bien tracé, avec un leader qui vous guide. C'est pour ça qu'il y a un général et que derrière, il y a des soldats qui le suivent et qui dit faites comme ceci, faites comme ceci. Et lui, il maîtrise la stratégie. Or, pour ce qui concerne le Cameroun, et notamment le MRC, le professeur Maurice Kamto a déjà, par le passé, participé aux élections en 2018. Sur la base de ce qu'il a vu des résultats de 2018, il a mis sur pied un nouveau programme, donc une nouvelle stratégie. En 2018, le mot d'ordre était pour les Camerounais, allez voter massivement. Inscrivez-vous massivement, allez voter. Ils se sont inscrits massivement, ils sont allés voter. Et pour la première fois, le MRC étant allé aux élections, on a vu comment le régime met en place justement les méthodes de fraude que tu décris. Les méthodes d'injustice que tu es en train de décrire. Et là, il a mis sur pied, donc, avec le directoire du MRC, un nouveau programme en 4 lettres. On va toujours dire que oui, mais c'est les programmes, c'est les lettres et tout. Ce n'est que comme cela qu'on peut réussir à mener une révolution qui est victorieuse. Dans l'anarchie, vous ne pouvez jamais gagner quoi que ce soit face à des gens qui ont une force militaire supérieure à vous. Ce n'est pas possible. C'est trop disproportionné. Il faut une organisation bien claire. Il faut donc suivre une stratégie bien claire définie par le leader. Si on réussit à faire ça, je peux vous garantir que quel que soit le cas, dans la paix et par les urnes, s'ils veulent respecter les règles ou s'ils veulent bafouer les règles, dans la résistance, on va pouvoir s'en sortir. Le programme en 4 lettres disait inscription massive sur les listes électorales, vote le jour du vote, mais on a rajouté un élément qu'eux n'ont pas encore vu expérimenter au Cameroun, la surveillance du vote par le peuple camerounais. Je vous donne un exemple bien concret, NCH. C'est très différent. Et actuellement, il faut déjà qu'il y ait la candidature. Mais s'il n'y a pas la candidature, on saura aussi comment se défendre le moment venu. Mais ce n'est qu'en suivant le leader qu'on sait comment le faire de manière organisée et donc efficace. Sinon, c'est l'anarchie. Et dans l'anarchie, les seuls qui bénéficient, c'est tous les dictateurs. Donc, il faut suivre ce programme-là. Pour le moment, la candidature n'étant pas rejetée, limitons-nous à l'hypothèse qu'il y a donc élection avec le candidat principal de l'opposition ou tous les candidats de l'opposition et il y a les fraudes comme d'habitude. On dit simplement aux Camerounais, vous êtes 500 dans chaque bureau de vote. Ne faites pas comme d'habitude, n'allez pas voter et vous rentrez chez vous. Venez à 8 h le matin à l'ouverture du bureau de vote. Soyez présents pendant toute la journée. Votez à votre tour, mais surveillez les autres. Surveillez surtout le dépouillement, qu'on compte devant vous parce que c'est public. La loi vous autorise à y être. On ne peut pas vous chasser. Vous êtes tout à fait autorisé à être présent durant les votes des autres, mais aussi durant le dépouillement. Que personne ne porte une urne pour aller avec parce que vous êtes là présent pour surveiller. Même si le Cameroun a un effectif de policiers d'environ 30 000 hommes, c'est à peu près une trentaine de milliers d'hommes. Si on compte simplement le nombre de bureaux de vote au Cameroun, ils ne peuvent même pas réussir à mettre un policier dans chaque bureau de vote. Ce n'est pas possible. Attends, monsieur Fossil, peut-être on ne se fait pas comprendre. Hein. Je suis en train de dire ça, c'est déjà quand on a accepté la candidature et tout ça. Non, moi, je vois ce qui arrive. J'ai bien compris ça. Écoute un peu, je vois. Ce n'est pas uniquement pour toi, NCH. Il ne faut pas juste le prendre pour toi. C'est pour les gens qui nous écoutent, qui sont Camerounais comme toi et moi. Okay. J'ai dit qu'il y a 2 cas de figure. Pour le moment, on ne sait pas encore si la candidature sera rejetée. Si elle est rejetée, suivons le leader qui va nous donner le mot d'ordre sur ce qu'on doit faire. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que je peux ajouter un truc par rapport à ça? Oui. Même s'il y a une stratégie, moi je pense que logiquement, NCH, on va pas venir le dire ici publiquement, ce serait stupide. Donc, je rejoins Fotine, on doit faire confiance au professeur. Des gens ne savaient pas, moi personnellement, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire, comme disait mon collègue. Donc, il a fait comme il a fait. C'est qu'il a bien, et Fotine t'a répondu, hein, pour moi. Il est allé une fois, il a étudié le terrain, il connaît leur magouille. Donc, je pense qu'il est paré. Il ne peut pas venir se placer ici et nous dire au cas où ma candidature est rejetée, voilà ce qu'on va faire. Bah, ça va donner l'opportunité aux autres de trouver encore autre chose. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et croiser les doigts et lui faire confiance. Excuse-moi, moi, je vais faire une petite précision. Voilà ce que disait le professeur Maurice Kamto. Que si le peuple camerounais veut, il va aller à Etoudi. Le peuple est souverain. Et nous sommes restés ici au Cameroun. Il a été interpellé au mépris même des règles à Douala. Et on a informé même les mêmes peuples camerounais. Ils ne se sont pas levés là-bas et on a transporté le monsieur dans les conditions inhumaines jusqu'à Yaoundé. Mais le jour qu'il a été libéré, les Camerounais étaient par milliers dans la rue. Comment est-ce que je peux comprendre?
Écoutez-moi, comment est-ce que je peux comprendre qu'un peuple souverain qui aspire au changement, on arrête un leader qui lutte pour vous, d'une ville pour l'autre. Vous êtes tous là, vous ne vous mobilisez pas pour dire que ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple souverain, hein. Ceux qui parlent là, peut-être vous ne comprenez pas, je ne dis pas que les gens doivent... Il arrive, il passe tous ces mois-là. C'est quand il est libre que tout le monde sort, en fait. Donc, s'il restait même en prison, on allait attendre, même si c'est après 5 ans, pour que après sa libération, on commence à libérer. La lutte devient que oui, il est libre, il est libre. Il faut comprendre. Alors, NCH, pardon, moi je pars, je sors vraiment par là, s'il te plaît. Alors, okay. J'ai dit simplement, il ne faut pas sous-estimer une chose qui s'est passée entre 2018 et 2025. Entre 2018 et 2025, l'actualité du Cameroun a laissé le football de côté pour mettre au centre de tout la politique. La politique a pris une grosse place. Outre le monde du divertissement, de la musique ou peut-être voilà des trucs de couple où on va dire cherche un dollar, des trucs comme ça et tout, vous allez voir des milliers de personnes. Les débats que nous tenons ici, politiques, ne se faisaient pas avant. Il y a 7 ans. Moi, je faisais pas de débat politique avant, par exemple. On est d'accord là-dessus. Donc, si aujourd'hui ces débats politiques s'invitent même chez ceux qui font simplement du showbiz, qui font de la musique, qui font voilà toutes sortes de l'entertainment comme on dit généralement, c'est parce que justement il y a eu une évolution dans les mentalités. Tellement le professeur Kamto a réussi à cristalliser l'attention de l'opinion publique camerounaise sur des questions de politique et de gouvernance, qu'aujourd'hui le débat politique s'est invité même dans les milieux où vous allez voir des artistes commencer à se prononcer. Combien d'artistes se sont prononcés cette semaine? Combien? Beaucoup, hein, beaucoup. Mais est-ce que c'était comme cela en 2018? Non. Alors, donc on ne peut pas dire que c'est la même chose. Le peuple a évolué. Mais pourquoi il a évolué? Justement parce qu'il a eu un leader qui peut lui permettre d'évoluer et qui est un bon guide. C'est simple. Si vous n'aviez pas le bon leader, pendant 7 ans, il y aurait eu la mort complète de la scène politique camerounaise. Et puis en 2025, on serait revenu pour parler des élections et le RDPC aurait refait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce n'est pas le même contexte. Donc, c'est pourquoi j'ai une question. Hein. J'ai dit, on va une question à Fauti avant qu'il ne parte. Je vais reprendre à ta question avant que je ne parte. Je n'arrive pas à partir. Il est déjà 6 heures, je n'ai pas dormi. Ok, ma question c'est la suivante. Les gens du MRC sont ceux qui vont gagner les élections. Mais j'ai envie de dire, ils vont gagner avec quel électorat? Parce que forcément, on sait que l'extrême nord, le nord et la Damawa, étant un peuple carrément majoritairement musulman, vont se rallier à leurs 2 leaders qui récemment ont démissionné du parti au pouvoir. On sait que ceux du sud et ceux du centre vont se rallier au RDPC. On sait qui c'est. Déjà, ils sont pas majoritairement musulmans, ça c'est faux. On sait que ceux du littoral vont se rallier à Cabral. Donc le MRC va se retrouver avec et ceux uniquement de l'ouest. Et je dirais même... Simba dormir. Alors, faut Simba te reposer. Oui, petit exercice. Petit exercice à ce monsieur, à notre camarade Teida, simplement. Le MRC, malgré les fraudes à l'élection présidentielle de 2018, est arrivé 2e. Avec plus du total de l'ensemble des autres partis de l'opposition. C'est-à-dire que les autres partis d'opposition réunis n'ont pas fait le même score que le MRC lui seul. C'est sur quelle base donc le MRC a eu ces résultats-là? Il faut éviter vraiment, surtout dans le contexte actuel au Cameroun, de revenir avec cet esprit de lecture de la chose simplement sous le prisme tribal. C'est vraiment réducteur et c'est très dommage. J'ai envie de dire, si on prend les mêmes données à l'élection... Faut-il, pardon, laisse-moi je le gère. Oui, non, je vous laisse le gérer. À l'extrême nord, monsieur. À l'extrême nord, le MSC a gagné les élections je m'abonne. Le MSC a gagné en 2018 à Moulvoudaï et à Figuil. De 2018 à 2017, le docteur Boutier a balisé. Le MSC est implanté à l'extrême nord. On a ce qu'on appelle, on contrôle le terrain là-bas. Donc la vision tribale là ne marche pas. Et laisse-moi vous dire, qui est président du MSC actuellement? C'est Mamadou Mota. Donc s'il faut même qu'il y ait un électorat tribal, c'est Mamadou Mota qui est de l'extrême nord, qui est désormais président du MSC. En fait, c'est... À Moulvoudaï, le MSC a gagné les élections de 2018. Vous savez où est Moulvoudaï? Vous pouvez relayer ça sociologiquement au président du parti, je ne crois pas. Donc attention à ce qu'on dit. Oui, Lucas, si tu me permets. Hein. Non, la fuite. Attends, il y a Vogada qui va parler. Non, Taïdan aussi, tu viens d'arriver. Vogada va prendre la parole pour équilibrer, en fait. Merci, monsieur Dester. C'est que je n'ai même pas fini mon débat. Tu viens d'arriver, Taïdan. Oh là là, monsieur Dester de diriger le débat. Il m'a donné la parole. Taisez-vous. Tu viens d'arriver, Taïdan. Oui, vas-y, Vogada, on vous écoute. Merci, mon cher Dester, de nous donner la parole. Moi, je ne vais pas aller sur le débat, on parle des tribus là et tout.
Je vais revenir très loin en arrière sur le débat parce que je vous ai suivi très longuement avant de commencer même à intervenir. Donc, moi, vous allez m'excuser de revenir très loin en arrière. Il n'y a pas de souci. C'est votre droit. Voilà. Moi, je vais revenir. Tu te souviens quand on parlait de la députation du pouvoir parlementaire? Oui, bon, bien sûr. Voilà. Il y avait des gens qui disaient que les gens du MRC disaient que le Cameroun était une dictature. C'est là que j'ai été un peu tité. Je me suis dit non, il faut que je montre, que je dise ce que moi je pense. Le Cameroun n'est pas différent des autres pays du monde, sauf que le Cameroun est un pays du tiers-monde. Je prends juste l'exemple du plus grand pays, le pays le plus fort du monde, qui est les États-Unis. Les États-Unis, Monsieur Trump a le Sénat, le Congrès, la Cour suprême, les trois institutions fortes qui gouverne l'Amérique. Nous avons vu la dernière fois quand il est allé bombarder l'Iran, il n'a même pas eu le besoin de s'adresser ni au Congrès, ni au Sénat, ni à la Cour suprême. Parce que pourquoi? Le gars, il sait qu'il a la suprématie sur tout, il a ce pouvoir-là. Et il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il a bloqué le projet de construction du TGV en Californie parce que pourquoi? Il a le pouvoir de tous ces trois institutions-là. Bon, quand cela est dit, sur le Cameroun, pourquoi on pense que le Cameroun est une dictature au niveau du Parlement? C'est tout simplement parce que le RDPC a une majorité là-bas. Il va régulièrement aux élections et il gagne la députation. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, si le professeur Maurice Kamto était allé aux élections législatives, ayant déjà raté les élections présidentielles, s'il allait aux législatives avec cette majorité qu'on prétendait qu'il avait, peut-être il aurait gagné la moitié, voire la moitié plus 1. Ou 2. Donc, il aurait eu la majorité au Parlement. Aujourd'hui, en 2025, on parlera donc peut-être qu'il y a eu la dictature parce que si la majorité du MRC qui aurait été au Parlement au Cameroun n'agissait pas et que le pouvoir l'empêchait d'agir. Et quand on voit que un seul député de l'opposition, comme M. Nietzsche, est capable de faire des actions, de faire des choses, combien de fois, si le MRC avait donc je ne sais pas, le Parlement camerounais a peut-être 150 députés. Et si le MRC avait, sur 150 députés, avait 80. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, si on aurait empêché au MRC de prendre des décisions au niveau de l'Assemblée, là, on parle là de dictature. Les gens viennent parler de dictature, alors que c'est le même professeur qui les a empêchés d'avoir, ne serait-ce qu'un seul député. Regardez celui. Oh, Sadina, on n'a pas faim. Arrêtez ça, parce que je connais ce courant, Sadina. Vous voyez, qui passe le temps de parler en panel. Laissez-moi finir. MRC a eu tort dans les élections. On parle de la dictature. Laisse-le parler, laisse-le parler. On n'a pas une séparation de pouvoir. Attendez, je vais mettre le compte à rebours. Son temps de parole à Lucardo. Laissez-le parler. J'ai mis le compte à rebours sur lui. Là où moi je pense que le débat est fauché, c'est que au Cameroun, si l'opposition avait la majorité au Parlement, comme ça on aurait donc vu comment le gouvernement en place allait empêcher à la majorité parlementaire d'agir ou bien de bloquer des décisions qui ne convenaient pas dans le pays. Aujourd'hui, on parle de ça alors que l'opposition n'a aucune majorité au niveau du Parlement. Je pense donc qu'il est allé, il est trop tôt d'aller, on va trop tôt en besogne, alors que l'opposition n'a pas de majorité. Quand on voit que l'honorable Nietzsche, à lui tout seul, il mène la guérilla au niveau du Parlement. Combien de fois s'il y avait, ne serait-ce même que 40 députés de l'opposition, donc on aurait vu des choses. Donc à dire que le Cameroun est une dictature, il ne consulte pas le gouvernement ne consulte pas le Parlement, c'est archi faux. C'est archi faux. L'UNDP a eu 68. Taisez-vous, monsieur, j'ai fini. Taisez-vous. Je te rappelle que son temps de parole à Lucardo, c'est son temps de parole, c'est son temps de parole. C'est Vogada qui parle. Le chronomètre est là, désormais, on met le chronomètre. Il m'a embrouillé totalement. Bon, donc, il y a le chronomètre désormais, il a 3 minutes, regardez, tout le monde respecte le chronomètre. Donc je dis donc que je pense que cela doit nous servir de leçon, de ne pas souvent boycotter les élections. Parce que moi, si le MRC, avec les autres alliés opposants au Parlement, aurait eu une majorité, aujourd'hui, moi, je serais peut-être de votre côté pour dire que oui, le gouvernement interfère dans les affaires du Parlement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dire. Personne ne peut le dire. Là, c'est faux. Parce que le gouvernement a la majorité, sa majorité obèse au niveau de l'Assemblée. Mais on ne peut pas l'empêcher de gouverner. C'est que partout ailleurs. Aujourd'hui, la France est bloquée. Pourquoi? Parce qu'on a retiré la majorité au président Emmanuel Macron. Il n'a plus de majorité. Il ne peut rien faire. On voit comment le président Trump danse aux États-Unis. On voit comment Israël, avec M. Netanyahou, il bombarde, il fait comme il veut. Il a au Knesset, il a la majorité. Donc, je crois que c'est le même fonctionnement au Cameroun. Et que vous l'acceptez ou pas, c'est ce qui se passe au Cameroun. Donc, ce qu'il y a, c'est que, allons-y aux élections.
prochainement, bah, moi, je parle plus des élections législatives, parce que c'est là qu'on va voir des sujets qu'on a maintenant. Parce que pour les présidentielles, je pense que le professeur Maurice Kamto serait candidat et il va être battu. Moi, je le souhaite, je mets mes deux genoux à terre. Vous souhaitez qu'il soit candidat, monsieur Vogada? Moi, je souhaite qu'il soit candidat. J'aimerais prendre la parole après pour répondre à ce candidat. On n'a pas peur de sa candidature. Voilà. Donc, moi, je pense que là, c'est plus démocratique et c'est plus clair quand il vient aux élections. C'est lui qui l'a embrouillé. Et c'est plus légitime surtout. Voilà, c'est le professeur Maurice Kamto qui a mis ces désordres-là en refusant d'aller aux élections. Alors que c'est lui qui était le deuxième au présidentiel. Donc tout le monde se disait que, ok, s'il va maintenant, il va avoir les mairies, les régionales, le parlement. Et voilà, carrément, il refuse. Comment aujourd'hui... Oh là. Comment aujourd'hui les gens peuvent se lever à dire que oui, mais au moins pour une fois vous aussi reprochez quand même quelque chose au professeur Maurice Kamto, mais même à Jésus. Commencez à reprocher à Paul Diaka 43 Monsieur Vogada, c'est vous l'adversaire de Kamto, c'est à vous de montrer ses tares, pas à ses partisans quoi. Bon, c'est ça que moi je pense que moi je pense que même ses partisans pouvaient même à leur excusez-moi, pas en période électorale, les partisans peuvent quand même montrer les tares de leur candidat. Monsieur Dexter, c'est ce que je voulais, avant de candidat, je sais pas pourquoi on revient sur le passé. C'est un vieux débat. Il est déjà candidat. Ça veut dire, la liste n'est pas encore publiée, officielle n'est pas encore publiée. Attention, il y a la liste définitive. Pour les quelques secondes qui me restent, en tout cas, je pense que le Cameroun n'est pas une dictature, mais c'est l'interprétation des choses. Regardez bien la profondeur des choses. Regardez les autres nations, même jusqu'au Japon. Tant qu'on a la majorité dans les deux chambres, y compris la Cour constitutionnelle, tant pis, c'est comme ça, les choses sont comme ça. Si vous voulez, dans la prochaine fois, si les choses ne seront pas comme ça, on verra que le Cameroun, finalement, n'est pas une dictature. Donc, je crois que les accusations qu'on fait au gouvernant actuel ne sont pas de bonnes accusations, à partir du moment que c'est l'opposition même qui a fauché le jeu. Et aujourd'hui, à lui les yeux pour pleurer. Il n'y a pas autre chose sauf pleurer et se préparer aux prochaines élections et essayer d'avoir la majorité. C'est là donc on verra la gouvernance du Parlement pour comprendre qu'il y a pas, le Cameroun n'est pas une dictature. Donc, si le RDPC profite, parce qu'il a sa majorité obèse au niveau de l'Assemblée. Merci beaucoup d'Esther de m'expliquer. Oui, je vous en prie, M. Vogada, vous pouvez rester. Ne fuyez pas, hein, s'il vous plaît, restez là. Attendez. Je suis là, j'écoute, même comme je me prépare déjà à ça. Attendez, un instant. Ok, moi je veux qu'on évolue sur le débat. J'ai fait un constat depuis que je suis à l'âge de suivre les élections, de m'intéresser à la politique et tout. Je n'ai jamais entendu des sondages, ou alors, je sais pas, à quoi nous servent les intellectuels qu'on a, les instituts qu'on a. On n'a jamais de sondage au moment des élections. Dans toutes les grandes démocraties, même en Côte d'Ivoire, quand il y a des élections, on fait quand même des sondages. On peut te dire tel candidat pèse-t-elle, les intentions de vote c'est tel. Pourquoi il n'y a pas de sondage au Cameroun? On peut pas faire des sondages, c'est pas facile dans un pays qui est découpé en tribus, en ethnies, c'est très difficile parce que de toute façon, si vous allez à Baham, vous posez la question sur M. Kamto, vous savez la réponse. Si vous allez à Mbamaka, vous posez les questions sur le président Paul Biya, vous savez la réaction que vous allez avoir. Si vous allez à Garoua, poser la question sur M. Bouba Bello, vous connaissez la raison. Là, voilà où se pose la difficulté. Je peux répondre à la question. Kamto a perdu les élections à Baham. Je peux répondre à la question. Hey. Oui, je peux répondre à la question. Oui, monsieur Dave, bonsoir, chers frères. Le problème, c'est que on ne peut pas faire facilement des sondages au Cameroun parce que, non, premièrement, déjà, ça fait depuis 2005 qu'on n'a pas fait un recensement au Cameroun. Donc, la population du Cameroun est estimée à 30 millions. Les 30 millions, là, c'est une estimation donnée parce qu'on n'a pas encore fait de recensement. Oui, le seul recensement était de 15 millions. Le seul recensement était de 15 millions. Exactement, ça, depuis 2005. Donc, le recensement, c'est depuis 2005. Donc, ils ont estimé une population de 30 millions. Et si on estime une population de 30 millions, ça sera un peu plus difficile de faire, comme tu l'as dit, que ça soit peut-être des tendances électorales où on estime qui peut gagner ou qui ne peut pas gagner. À part si, sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, où ils peuvent chacun, ou du moins, décider aujourd'hui de lancer quelques tendances électorales. Et puis, tu as tes abonnés qui vont venir voter et tout ça. Mais sur le plan national, on ne connaît même pas d'abord quel nombre nous sommes exactement pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir. Non, cher ami, tu ne me charcutes pas la parole. Cher ami, tu ne me charcutes pas la parole. Je ne vous ai pas coupé. C'est la CATV qui fait le sondage. Tu ne me charcutes pas la parole, cher frère. Il va donner favori. Non, c'est simple. On a pas un organe. Attends, il termine, tu prends la parole, ok?
Je vais lui mettre le chronomètre, termine, je prends la parole. Oui, continue, mon frère. Oui, je disais que c'était un peu compliqué de le faire au Cameroun parce qu'on n'a pas encore fait de recensement. Les 30 millions de Camerounais qu'on est en train de dire tout à l'heure, là, c'est sûr. Je ne connais pas sur quelle base nous sont appuyés, peut-être sur les actes de naissance ou les actes de décès. Mais le dernier recensement, c'était, comme tu l'as dit, c'était en 2005. Et en 2005, on ne parlait pas de 30 millions, on parlait de 15 millions d'habitants. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui de se positionner pour essayer de faire une tendance électorale. La CIA TV, comme il aime bien le dire, la radio nationale ou la radio du RDPC, va te faire tam-tam du RDPC. Le tam-tam, comme on le dit là, le tam-tam le directeur général avait dit, hein. Le directeur général. Oui, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, on va te produire des élections où on va voir pour bien gagnant. C'est du fantasme. J'appelle ça l'utopisme, si tu veux. Ils vont te produire quelque chose. Donc, c'est impossible qu'il y ait au Cameroun. Et pour revenir sur ce que le frère... Mais comment ils ont fait en Côte d'Ivoire? Alors, il y a 60 ethnies aussi en Côte d'Ivoire, ils font quand même des sondages. Ça ne se base pas sur des tribus comme le frère... Mais ils ont un recensement. Exact. La Côte d'Ivoire a un recensement où ils peuvent le faire. Oui, pour chuter, et ce que le frère disait tout à l'heure sur les élections municipales, c'est que ils ont toujours cette kleptopie de pleurer depuis des années ou depuis des mois parce que nous sommes pas allés aux élections. Parce qu'ils nous avaient tendu un piège suite à ça. Il faut le savoir. Alors, ceux qui sont allés aux élections, qui sont des députés et des maires et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau national pour le peuple camerounais? Si on regarde bien, aucun député n'a promulgué une loi, ou du moins, c'est pas eux qui promulguent les lois, non seulement, mais aucun député n'a fait passer une loi à l'Assemblée nationale. Mon frère Foning, mon ami politique, mon frère politique, vous a dit ici depuis tout à l'heure que toutes les lois de l'Assemblée nationale, ce sont des propositions du gouvernement. Ce ne sont pas des députés qui proposent des lois. Donc, si ce sont les propositions du gouvernement, ça veut dire quoi? Que les députés qu'on a aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale sont des influenceurs, parce qu'il faut qu'on se dise les réalités. Ce sont des influenceurs, ils vont juste faire des belles photos, faire des belles paroles, parce que tout ce qu'ils peuvent produire ne passe pas à l'Assemblée, parce que on le sait tous, une proposition du gouvernement. Il y a encore plusieurs lois même que, bien que ce soit des propositions du gouvernement, ce ne sont pas appliquées. Le frère vous a parlé tout à l'heure de l'article 66 de la loi de 2006 sur les biens et avoirs. Cette loi n'est pas appliquée au Cameroun parce qu'ils le savent que s'ils appliquent ces lois, je pense qu'on va regarder les biens de Chantou, on va regarder les biens de Franck et on est sûr à 100% que d'ici ou du moins quand le MSC va prendre le pouvoir, on va essayer de faire appliquer ces lois-là. Le MSC ne peut pas prendre le pouvoir puisque le champion a démissionné. Non, je vais t'expliquer pourquoi je dis le MSC va prendre le pouvoir. Quand je dis le MSC va prendre le pouvoir, je parle du programme politique du MSC parce que le champion est à Manidem. Mais le programme politique qu'il va élaborer, ça sera toujours le programme politique du MSC de 2018 amélioré en 2025. Et dans ce programme-là, surtout le chantier 1, on te parle de la réforme institutionnelle. Dans la réforme institutionnelle, nous, on le dit, on va faire appliquer l'article 66 de la loi de 2006 sur les biens et avoirs. Il y en a plusieurs. Il y a aussi la modification de la Constitution où on décide de faire voter les 18 ans parce qu'il est inadmissible au Cameroun que tu peux être condamné à 18 ans mais tu ne peux pas voter ton président à 18 ans. Tu peux entrer dans l'armée, te faire tuer à 18 ans mais tu ne peux pas voter à 18 ans. C'est absurde. Donc, il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire. Donc, je vais peut-être à la prochaine prise de parole vous parler de ça et je vais donner la parole à une autre personne. Ok, il y a Tedane là qui boule d'envie de parler. On vous laisse la parole. Non, je ne peux pas d'envie de parler. C'est juste que je me sens parfois obligé d'intervenir quand il parle. Je disais tantôt, on peut pas faire un sondage. De leur répondre à tous. Hein. Ok, on peut pas faire un sondage crédible parce qu'on peut faire des sondages. On a même eu à faire des sondages jusqu'à, je pense que Bruno Bidjan avait dit que c'est Paul. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.